Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on a intitulé Développer les compétences en diversité et inclusion tout au long de la chaîne de valeur des talents. Et pour m'accompagner ce matin, j'aurai deux invités, Siwa et Hilem. Alors avant de démarrer, j'ai quelques éléments à vous soumettre en matière de diversité et d'inclusion. Il y a une étude qui avait été faite auprès du SB 120 par Mosaïque RH en 2022 qui révèle des chiffres pour la France qui sont ceux-ci, je vais vous les donner. Hop. Alors, j'étais en train de parler avec Ilham juste avant, j'ai perdu mes chiffres, mais ça va revenir. Voilà. 54% des entreprises françaises ont intégré la diversité dans leurs pratiques. 37% estiment qu'elle est reconnue et valorisée au sein des organisations. Et 17% considèrent qu'elle est pleinement assimilée par les collaborateurs. Ce qui laisse entendre que pour le SB 120, il y a seulement une entreprise sur deux qui a vraiment activé le sujet. Et quand on sait qu'en général, les pratiques RH sont, entre guillemets, les plus avancées et développées au niveau de ces entreprises, on peut se demander ce qui se passe au niveau des entreprises globales en France. Et a priori, il n'y a pas vraiment de data sur le sujet. Et quand il n'y a pas de data, ça peut laisser entendre qu'il ne se passe pas grand-chose. Je vais laisser Ilham d'abord te présenter. Oui, merci Christophe déjà et de l'invitation et je suis contente de faire de faire cet échange avec vous sur ce thème et avec Siwa. Donc bonjour à tous. Je suis Ilham Alom, je suis directrice de la formation et du développement des collaborateurs pour le groupe L'Oréal en France. Donc voilà, pour situer un petit peu L'Oréal, L'Oréal est leader mondial du secteur de la beauté. On a 90 000 collaborateurs dans le monde, 16 000 en France. Et ma particularité, c'est que j'ai la chance de piloter donc, les sujets de formation et de développement sur ce territoire français qui réunit tous les métiers du groupe et toutes les compétences. Donc, voilà, ce sujet est un sujet qui est important pour nous puisqu'elle fait la diversité et l'inclusion fait partie de notre ADN. Et je suis ravie de pouvoir en tout cas témoigner de nos pratiques et de notre savoir-faire sur la question. Voilà. Génial. Et puis Siwa de LinkedIn. Bonjour Siwa. Bonjour Christophe, bonjour Ilham. Donc moi je m'appelle Siwa, aujourd'hui je suis là représentant LinkedIn, donc je ne vais pas présenter LinkedIn pour l'instant, mais en tout cas personnellement j'ai 3 casquettes au sein de LinkedIn. La première c'est d'accompagner un certain nombre d'entreprises comme L'Oréal sur les sujets justement et les enjeux RH tout au long de la chaîne de valeur talent. Et une deuxième casquette qui est de mener un réseau mondial pour la diversité de genre au sein du groupe LinkedIn. Et enfin, une troisième casquette qui est très récente, et c'est celle de coach. Je suis en process de certification actuellement. Tu t'ennuies en fait. Je m'ennuie. Tu as tout compris, Christophe. Faut pas le dire à mon manager, par contre. Bon. Donc c'est intéressant parce que du coup, on a quand même. Je te poserai aussi quelques questions, Siwa, par rapport à ce que fait LinkedIn pour ses collaborateurs, ce qui nous permettra à la fois d'avoir l'exemple de L'Oréal qui est sur un business totalement différent de celui de LinkedIn. Hein. Vous êtes dans deux univers bien distincts et de voir un peu quelles sont les approches de vos deux entreprises. Ilham, dans la préparation, on avait parlé de sous-représentativité en matière d'inclusion et de diversité, de sous-groupes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, en fait, je te remercie déjà d'avoir démarré en partageant cette data, parce qu'on a besoin de données justement pour mettre, à un moment donné, des choses très concrètes sur des sujets qui peuvent être sensibles. Et moi, ça fait écho et Christophe, je te le racontais un petit peu en préparation, je t'ai fait un petit teasing. Je voulais vous partager à tous, moi, ce qui m'a fait intégrer L'Oréal il y a un peu moins de 5 ans. Il se trouve qu'en 2012, donc moi, j'ai un parcours plutôt d'ingénieur, biologiste, et je me suis orientée vers le management très tôt. Mais j'ai eu vraiment cette question de comment développer le capital humain qui a grandi dans mes appétences à force de manager. Et en 2012, je travaillais chez un grand énergéticien de France.
Et j'ai eu la chance de prendre un premier poste, à ma demande, un premier poste RH. J'étais responsable du recrutement sur le parc nucléaire français. Et à ce moment-là, donc, c'était juste après Fukushima, et j'avais comme mission de recruter des milliers de personnes dans un temps très court. J'étais habituée dans mon environnement, en tout cas, il y avait ces habitudes à recruter des profils assez identiques, puisque c'est plus profil technique, ingénieur. Et un jour, pour pouvoir, comme je n'avais pas de formation RH et que j'ai appris sur le tard, j'ai regardé sur YouTube des sources d'inspiration. Et je suis tombée en 2012 sur une vidéo d'un homme qui est aujourd'hui l'un de mes patrons, qui s'appelle Jean-Claude Legrand, qui est le DRH du groupe L'Oréal. Et à l'époque, il était le patron du recrutement du groupe. Et cet homme commençait justement à évoquer ces questions de sous-représentation de certaines communautés, de certains profils. Et les mots qu'il a utilisés, la manière dont il évoquait justement ce qu'il faisait au sein de L'Oréal m'ont totalement inspirée et m'ont amené déjà, moi, à l'époque, chez mon ancien employeur, à envisager les questions de recrutement différemment. Et il est vrai, aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé justement à rencontrer et avoir des premières approches avec L'Oréal, je vous raconte ça parce que c'est assez saisissant. Mon entretien avec Jean-Claude avant d'être embauché chez L'Oréal, la première chose qu'il a faite, et c'était l'entretien qui a marqué ma carrière, il est parti voir ma fiche LinkedIn, mon profil LinkedIn. Et si vous allez voir mon profil LinkedIn, il y a une image, c'est une peinture d'Essaouira, qui est le pays d'origine de mes parents. Il a commencé à me parler de l'endroit où j'ai grandi, qui est la région marseillaise. Et il a passé du temps à regarder ce que j'avais fait, mes réalisations, mes compétences. Il ne m'a jamais parlé, du coup, de mes diplômes. Et il a eu une manière, en tout cas, de s'intéresser à moi où j'ai senti beaucoup de respect. Et j'ai vu, du coup, dans cette période-là, puisque moi, je suis arrivée chez L'Oréal en 2020, une telle congruence entre l'homme que j'avais écouté en 2012, la manière dont j'ai été accueillie, moi, pour être recrutée, et puis aujourd'hui, ce qu'on fait chez L'Oréal pour faire en sorte, justement, dans cette représentativité, eh bien, qu'il n'y a pas de sujet, en fait, dans le sens où, parce qu'on est dans le secteur de la beauté, que le secteur de la beauté, c'est un sujet universel, eh bien, la manière dont on va adresser le sujet vis-à-vis de nos consommateurs, eh bien, qu'on ait cette symétrie des attentions vis-à-vis de nos collaborateurs. Voilà. Génial. Voilà, je vous partage ça parce que c'est pour moi, en tout cas, révélateur de ce qui fait à un moment donné qu'entre ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire, il y a ce sujet de congruence qu'on doit tous rechercher à tout prix. Bon, tu avais vu mon petit post LinkedIn qui a annoncé ce webinaire. Tout à fait. Il t'a fait sourire, pourquoi? En fait, il m'a fait sourire à 2 titres. Alors, j'espère que vous avez vu le post de Christophe. Christophe mentionnait dans son post, il se décrivait en se vieillissant un petit peu, Merci. comme comme un homme de 50 ans, en fait, qui avait, effectivement, avec certains critères, l'amenant montrer que lorsqu'on est justement un homme, peut-être de col blanc, qu'on a un certain nombre du coup de facilités, ou en tout cas où on est un peu plus considéré, si, j'allais dire, considéré par la société et considéré par les entreprises, et qu'effectivement, un certain nombre de personnes qui n'ont pas les mêmes critères peuvent peut-être vivre aussi des situations discriminantes. Ce qui m'a fait sourire dans ce que tu as posé, c'était 2 choses. La première, c'est que dans les critères que tu as mentionnés, tu évoquais la question de genre, tu évoquais la question, effectivement, des origines aussi ethniques. Il y a un élément que j'ai appris moi, et là, pour le coup, c'est avec mon autre casquette, puisque j'ai la chance d'être conseillère scientifique auprès d'une entité qui s'appelle France Stratégie, et on fait des études justement sur les questions de travail, d'emploi et de compétences. Il y a une étude qui est sortie par France Stratégie, donc sur les inégalités de chance, et qui mettait en exergue le fait que l'élément le plus discriminant, c'était le sujet du milieu social. Et donc, qu'on vienne du monde rural ou de quartier populaire, si effectivement, dans l'environnement dans lequel on grandit, c'est un environnement où on a moins de moyens et on a moins accès, du coup, aussi à des réseaux ou à de l'information, effectivement, on se retrouve de plus en plus discriminé. Et je fais bien le pendant zone rurale et quartier populaire, parce que quelquefois, on peut effectivement juste penser quartier populaire, mais je peux vous assurer que lorsqu'on est dans cette diagonale du vide que l'on voit entre le nord-est et le sud-ouest en France,
le sentiment de discrimination est le même. Donc c'est ça qui m'a fait un peu, C'est parce que tu as raté le post que j'ai fait un mois avant sur mon histoire. mais non, et je l'ai pas raté parce que et figure-toi que je l'ai pas raté, et la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que la plupart, moi, des occasions que j'ai eues professionnelles, c'était aussi grâce à des hommes de plus de 50 ans. Et je trouve que c'est intéressant de développer à la fois des choses pour soutenir, des actions, au sein des entreprises pour accueillir des profils totalement différents, tout en évitant de stigmatiser aussi Ouais. une frange de la population qui, est vecteur aussi, d'engagement, et moi, ça a été ma chance, et vous voyez, quand je vous parle de Jean-Claude, ça a été un exemple très concret, et il y en a eu plein d'autres. Mais je te rejoins, hein, les origines sociales ont un impact assez fort quant à la perception que les personnes peuvent en avoir. Et effectivement, quand tu viens de la campagne, quand tes parents étaient ouvriers, ça crée un certain nombre de biais. Et j'en ai même eu plus tard, hein, quand j'étais encore salarié, j'ai eu des remarques quand j'habitais Noisy-le-Grand parce que je venais de Seine-Saint-Denis, tu vois. Voilà. Et je trouvais ça hallucinant, en fait. Donc ça date d'il y a quelques années. Donc c'est des choses qui sont très ancrées. Alors, en termes de sous-représentativité des groupes, on a quand même plusieurs défis aujourd'hui. Bon, on a évidemment le défi de l'égalité femmes-hommes, hein, qui est le plus médiatisé et le plus porté, on va dire, par les différents gouvernements successifs, hein, qui se repassent un peu la patate chaude. Vu qu'on a un gouvernement tous les 6 mois en ce moment, il ne se passe plus grand-chose. Mais bon, on a ce sujet avec des index. Bon, OK. Comme on avait eu un moment un index, un essai d'index de diversité en 2022, et puis ça a disparu. On a la problématique des seniors. Donc, problématique senior, la question de l'intergénérationnel. Là, on vient de l'évoquer, mais finalement, on a aussi cette question de problématique d'accès à l'éducation. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup d'illettrisme. Encore en France, on en parle peu. Mais ça, c'est aussi un problème. Et ça pose le problème de l'accès au numérique, Oui. notamment. Donc, électronisme qui va Voilà. avec. Exactement. Donc, qu'est-ce que... alors, on ne peut pas gagner toutes les batailles en entreprise. Quelles sont les batailles de L'Oréal? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, en gros, il faut traiter la diversité, l'inclusion de tout, et tout en même temps. Mais ce n'est pas possible. On sait très bien que c'est compliqué d'avoir une politique handicap, une politique spécifique LGBT, une politique spécifique... Enfin, comment on s'y prend en fait? Quels sont les facteurs? Est-ce que je t'ai parlé volontairement du numérique parce qu'on est en transformation digitale à puissance 1000, accélération avec l'IA, et je pense que chez LinkedIn c'est pareil. Il y a forcément ce facteur qui est priorisé, non? Dans ce que dans le panel justement que tu as évoqué, effectivement, les sujets sur les questions de diversité, inclusion, équité sont multiples. Et tu l'as mentionné. Il y en a un que tu n'as pas mentionné aussi, c'est les questions de genre. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a quand même un sujet, donc on le voit en France aussi, avec une homophobie grandissante. Et donc, je pense qu'il est important aussi d'évoquer ce point-là. En fait, moi, ce qui m'a marqué chez L'Oréal, comme beaucoup de sujets, c'est que on ne fait pas une révolution en 2 jours sur ces questions-là. Le temps est un allié. Le temps est un allié, et typiquement, ça fait plus de 20 ans, donc le temps d'une génération, où un certain nombre d'actions ont été mises en place à l'intérieur de notre organisation qui portent leurs fruits aujourd'hui. Tu évoquais la notion d'index égalité homme-femme. Moi, c'est une chose qui m'a frappée. Aujourd'hui, on a 97 sur 100 sur l'index, Ouais. avec une réalité, c'est qu'il n'y a pas de différence salariale entre les hommes et les femmes, et qui vient aussi un peu de notre démarche de pouvoir justement traiter les personnes de manière égale, en permettant à la fois aux femmes de pouvoir être toujours considérées. Moi, c'est ça
tu vois, je faisais le lien avec les inégalités de chance dans l'étude qui a été faite par France Stratégie. Je vous propose vraiment d'aller regarder sur le site de France Stratégie parce que l'étude, elle est accessible de tous. Ce qui m'avait marqué quand j'ai vu cette étude-là, en fait, c'était de voir qu'en France, on prenait 4 personas différents. Un homme venant d'un milieu aisé, et peu importe ses origines. Un homme venant d'un milieu social faible. Une femme venant d'un milieu aisé et une femme venant d'un milieu social faible. Lorsque on a aujourd'hui une discrimination qui est identique en France, c'est que les femmes, peu importe leur milieu, au moment de l'annonce de leur grossesse, elles ont une diminution significative du coût de leur salaire, ce qui n'est pas le cas des hommes. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ces résultats-là, j'ai compris à quel point chez L'Oréal, lorsqu'on a fait attention déjà sur la manière de traiter l'annonce de la grossesse, de permettre aux femmes d'avoir une vraie prise en compte au niveau salarial, mais aussi on a mis en place une formation sur la parentalité, donc pour leur permettre de revenir en situation de travail en adoptant du coup un équilibre vie pro, vie perso, et qu'on a encouragé les hommes à prendre leur congé paternité. Et on a proposé aux hommes de participer à cette formation. Donc, hommes et femmes participent à cette même formation autour de la parentalité. Ce n'est pas une formation destinée aux femmes. En fait, cette manière d'adresser le sujet de la parentalité en essayant de gommer les histoires de genre, ça, c'était déjà une manière de faire différemment. Donc déjà, juste sur cette question-là, tu vois, de l'égalité homme-femme, qui fait qu'en 25 ans, aujourd'hui, chez L'Oréal, eh bien, on a la moitié des postes clés qui sont occupés par des femmes. Tu vois, lorsque je faisais le clin d'œil sur les postes de direction RH, on a 58% de femmes aujourd'hui en France dans nos postes, dans tous les métiers. Mais dans les postes de direction, au niveau du groupe, effectivement, un poste sur 2 est donné, en tout cas, est occupé par une femme. Et notre difficulté, c'est plus de recruter des hommes. Puisqu'on a un symbole très féminin, on va du coup et on fait beaucoup d'efforts sur notre marque employeur pour montrer que les hommes ont tous leur place ici. Il y a Karine qui demande quelles sont les grandes lignes de la formation sur la parentalité. Eh bien, en fait, tout d'abord, alors ça, c'est important d'avoir ça en tête, c'est déjà d'expliquer que le sujet de la parentalité n'est pas réservé aux femmes. Et c'est important de pouvoir communiquer ça vis-à-vis des femmes. Ensuite, il y a une manière aussi de pouvoir considérer son rôle au sein de l'entreprise, tout en évitant de se culpabiliser par rapport à la gestion de sa famille. Moi, j'ai deux adolescentes aujourd'hui, j'ai 47 ans. Ça a été tout un sujet dans ma vie de pouvoir justement imaginer de pouvoir faire une carrière et d'avoir une ambition saine tout en gérant ma famille. Et c'est vrai que les ingrédients que nous mettons dans cette formation permet que ce soit pour les hommes d'assumer pleinement le rôle de parent. Et on voit que vis-à-vis des jeunes générations et des moins jeunes, ça fait de plus en plus sens. On a de plus en plus de personnes qui prennent leur congé de paternité. Donc ça, c'est vraiment une victoire. Et puis, qu'il n'y a pas de sujet aussi vis-à-vis du management qu'en tant que manager. Moi, il m'arrivait d'ailleurs, je prends souvent mon exemple parce que je trouve que ça illustre ce qui se passe aussi chez L'Oréal. Dans mes équipes, j'ai récupéré, après leur congé maternité, 3 cadres qui ont travaillé à mes côtés. Et dans la gestion et de la fluidité de l'activité, en fait, cette formation permet du coup à ces personnes en rentrant de congé maternité ou paternité de s'inscrire du coup dans le flot de leur collectif sans avoir de sentiment de culpabilité ou de sentiment du syndrome de l'imposteur. Voilà. C'est ce qu'on essaye en tout cas d'éviter. Donc, on va jouer sur les biais. Donc, voilà, je ne vais pas vous faire tous les objectifs pédagogiques de cette formation. C'est intéressant déjà de mixer et de ne pas isoler les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Tout à fait. Et ça, c'est très spécifique chez L'Oréal. Mais peut-être, Siwa, vous avez des démarches similaires chez LinkedIn? En fait, Ilham, je voulais juste aussi partager des données que sur LinkedIn, on voit, sur les données de LinkedIn.com, qu'en fait, lorsque les personnes intègrent le marché de travail, on est à 50-50. Et là où on voit une première chute dans la part des femmes, c'est au bout de 10 ans. Je vous laisse expliquer, interpréter au bout de 10 ans, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une femme. À peu près, on va dire en moyenne, c'est le moment où la parentalité rentre en jeu. Donc effectivement, je confirme un peu, Ilham, ce que vous dites également. Et sur le sujet, Christophe, que vous avez évoqué sur la priorisation des sujets de diversité,
Nous, chez LinkedIn, on tient vraiment à être agile dans notre définition de la diversité, que ce soit pour notre entreprise par rapport aux autres. Vous voyez, chez Ilhem, chez L'Oréal, en début de carrière, il y a un manque d'hommes. Chez nous, dans la technologie, il y a un manque de femmes, mais aussi d'une équipe à l'autre. C'est-à-dire, chez nous, dans la tech, il y a un manque de femmes, mais peut-être dans les équipes commerciales, il y a un manque d'introvertis. C'est peut-être les gens ne pensent pas à ça quand on pense à la diversité, mais quand on intègre la diversité dans notre ADN, on pense à tout aspect de la personne pour que tout le monde se sente inclus au sein de l'entreprise. Et du coup, Siwa, lorsqu'on parle de la question de l'inclusion et de la technologie, pour aller donc répondre à la question qu'a posée Christophe, moi, ce que je peux vous témoigner, pendant le confinement, on a tous eu une accélération justement dans notre capacité à travailler à distance. Et chez L'Oréal, pendant que nous étions justement, alors moi, je suis arrivée pendant le premier confinement, donc ça, c'était vraiment pour le coup mon intégration au sein de l'entreprise. On a vraiment révolutionné notre manière de former les collaborateurs pour permettre de continuer à développer leurs compétences pendant ce temps un peu particulier. Et on avait des collaborateurs qui étaient sur nos sites industriels qui, eux, ont complètement changé les chaînes de production de nos usines pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Parce que vous vous souvenez, hein, il manquait du gel et il manquait des masques. Donc L'Oréal s'est énormément investi. Mais ce qui fait que pendant que moi, avec mes équipes et tous les responsables RH, nous étions en train de nous mobiliser pour permettre aux gens de travailler à distance et d'être de plus en plus à l'aise avec les outils, eh bien, il y a une frange du coup de notre population qu'on n'a pas pu adresser. Et donc, une fois qu'on était revenu en situation normale, on a vu très, très vite qu'on avait en fait un sujet, nous, d'électronisme chez L'Oréal, même si on était passé dans des dimensions, ça fait 20 ans qu'on travaille sur les transformations technologiques et on a un pied dans le métaverse, un pied dans l'intelligence artificielle, maintenant plus entre l'analytique et la générative. Pour autant, dans certaines situations, et on avait certains collaborateurs qui n'osaient pas poser, en tout cas, et partager leurs difficultés à utiliser des outils. Et donc, on a travaillé avec Simplon et on a créé du coup des ateliers numériques pour permettre à ce que du coup ces collaborateurs-là soient accompagnés et puissent utiliser les fonctionnalités très simples de leur smartphone et de leur ordinateur et donc pouvoir consulter aussi tous les contenus de formation qu'on proposait à tout le monde. Et là, on est en train de former ce qu'on appelle des aidants numériques, puisqu'on est là en train d'accompagner aussi nos collaborateurs sur la prise en main du coup de l'IA générative, parce qu'on a un outil qui s'appelle L'Oréal GPT. Eh ben, ces aidants numériques pourront être nos relais, nos ambassadeurs, pour permettre justement à ce que ces sujets autour des évolutions soient adressés et que tout le monde se sente à l'aise avec ça. Ça, c'est important. Et quand moi, je témoigne de ça, tout le monde me dit, mais Ilhem, chez L'Oréal, vous avez des personnes qui vivent ce type de difficultés. Mais bien sûr, parce qu'on a du coup, on a 18 sites industriels, on a des ouvriers, des agents de maîtrise, et puis que c'est pas si simple que ça de dire, je ne sais pas m'en servir, moi, de cette technologie. On a peur d'être stigmatisé. Donc, on a créé les conditions de sécurité psychologique pour permettre aux gens, justement, de poser ça aujourd'hui. Oui, et puis c'est vrai naturellement, quand par exemple nous, on est assez familier de tous ces outils, on peut même avoir du mal à concevoir que d'autres aient plus de difficultés. Tu vois, j'ai offert un ordinateur à ma mère, elle m'a dit merci, tu vois, et puis 6 mois après, elle m'a dit, en fait, si personne ne me montre, je ne sais pas m'en servir. C'est ça. Et parce qu'on est déjà, nous, formatés dans notre quotidien, donc c'est important, effectivement, et c'est intelligent, je trouve, de faire ce espèce de mentorat. J'imagine que c'est un collègue qui va aider un autre. Exactement. Exactement. Et en plus, la personne, donc c'est des volontaires. Elles ont le sens de la pédagogie. Elles sont identifiées comme étant bienveillantes. Donc, on voit que voilà, c'est fluide. Et on est ravis de ça parce que ça part vraiment du coup d'une initiative qu'on a inscrit en plus dans le cadre de notre programme All Generation, dans l'accompagnement aussi des collaborateurs expérimentés. Et donc, et c'est pour ça que moi, j'invite à chaque fois, grande ou petite entreprise, à regarder ce sujet en considérant que c'est aussi faire du bien à la société. Parce que moi, j'ai un exemple qui m'a frappé. J'ai un des collaborateurs qui a plus de 50 ans. Il montre nos contenus de formation, dont les contenus LinkedIn Learning que l'on a, à ses enfants. De temps en temps, ils vont faire des choses ensemble. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir du coup comment est-ce que dans la transmission, les choses permettent aussi de permettre à des gens finalement de se sentir à l'aise et puis de se sentir respectés.
Alors, vu que tu viens de citer LinkedIn Learning, faire quand même un petit moment publicitaire, mais pourquoi tu utilises LinkedIn Learning? Eh bien, en fait, donc nous, on est assez habitués à avoir de la formation, digitale. On aime lorsqu'on travaille ces questions de formation, on adore avoir des sessions de formation, nous, bien entendu avec des formateurs et donc on a beaucoup de formations qui sont faites en présentiel, mais on fait ce qu'on appelle des formations asynchrones. C'est-à-dire on a cette vocation, ça fait 50 ans que L'Oréal travaille sur les questions de formation et de développement des compétences et l'avantage du digital et des contenus donc proposés par, LinkedIn Learning, on a 3 grands partenaires comme ça, hein, prestataires avec lesquels on travaille, dont LinkedIn Learning. En fait, ça nous permet d'ouvrir un catalogue de formations, avec des ressources qui sont accessibles de tous, en différentes langues, parce que pareil, moi en France, j'ai 16 000 collaborateurs, mais j'ai 3 000 impatriés. Donc, j'ai à peu près 60 nationalités. Donc c'est important de pouvoir proposer des contenus avec différentes langues et puis sur des thématiques très diverses. On peut aller sur des sujets très, d'experts hard skills, hein, sur les sujets tech, comme sur des sujets liés au développement personnel puisque vous l'avez tous compris, hein, aujourd'hui, ce qui nous permet de pouvoir continuer à développer notre employabilité, il faut absolument continuer à développer ses savoir-faire comportementaux et LinkedIn permet de le faire avec des modalités asynchrones, mais aussi on peut faire de longs parcours, comme avoir des petits modules popcorn, comme j'appelle, où effectivement sur du 3 à 5 minutes, et ben voilà, on a un temps, on peut se poser dans nos rituels d'apprentissage et choisir finalement les thèmes qui sont adaptés et le temps qui nous est adapté en fonction de notre besoin. Ça marche. Merci pour ce petit moment. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut aborder quelques programmes? Je sais que vous aviez parlé en répétition du programme du leadership au féminin. Moi, j'ai vu qu'il y avait un programme aussi concernant l'intergénérationnel Oui, chez L'Oréal oui, j'en ai plusieurs. qui est assez connu, hein. Là, il y a quelqu'un qui demande, Catherine, qui demande s'il y a un programme spécifique pour la gestion des salariés aidants. Ah oui, Donc, je te pose la question, hein, après. oui, oui. Je vais le faire un peu dans le désordre, mais je vais vous mettre, le sujet. Je vous ai parlé de notre expertise depuis 50 ans sur les questions de formation. Ça vient d'un président, de L'Oréal. L'Oréal, ça fait 115 ans qu'on existe. On a eu 6 présidents. On a voilà 6 présidents, ce qui est rare, hein, pour une entreprise de cette dimension. Heu, la personne qui a posé le sujet de l'éducation permanente s'appelait François Dalle. Il y a 50 ans, il a créé le département de l'éducation permanente parce qu'il a travaillé pour le gouvernement français, où il a été missionné par François Mitterrand pour, donc dans les années 70-80, pour traiter le sujet du chômage des jeunes. Donc on était sur l'accompagnement il y avait le baby boom et là on est maintenant sur le papy boom, mais voilà, il y avait l'accompagnement du coup de cette jeunesse qui ne trouvait pas de l'emploi et par le travail qu'a fait François Dalle avec son DRH Jean Bounine, heu, entre le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, il s'est rendu compte à quel point il y avait 2 choses qui étaient importantes, se former tout au long de la vie et comment créer des process d'accompagnement de la jeunesse en leur permettant d'avoir un bagage théorique à l'école et un bagage, professionnel en développant des savoir-faire dans le milieu du travail. C'est comme ça qu'est né l'apprentissage et ça a du coup induit auprès du gouvernement français et donc la loi Delors qui a installé la question de l'apprentissage et la question de l'employabilité tout au long de la vie. Les gens ne savent pas cette histoire-là, qu'effectivement cette jeunesse vient du coup de L'Oréal et de François Dalle en particulier et qui fait que lorsqu'on traite dans les années 70-80 de la jeunesse, eh ben c'est normal qu'aujourd'hui on traite cette question aussi des personnes expérimentées, on ne dit pas senior chez nous, des personnes expérimentées et qui fait qu'il y a vraiment moi j'ai envie de vous parler de 3 programmes qu'on a mis en place. Le premier, c'est parce que comme on continue à recruter et qu'on a ce respect de la jeunesse, eh bien automatiquement, on a un programme d'intégration qui s'appelle le Discovery et on propose à des personnes expérimentées de nous aider à partager la culture d'entreprise avec les gens qu'on recrute. Sachant que dans les gens qu'on recrute, on a des jeunes et des moins jeunes. Parce que recruter des personnes expérimentées devient de plus en plus essentiel, de par le défi démographique dans lequel on est tous aujourd'hui, en France, en Europe et dans l'hémisphère nord. Et ça a un résultat incroyable. On a eu une session là, lundi et mardi. À chaque fois, on voit les gens, que ce soit les expérimentés hyper contents de transmettre
et que ce soit les personnes qui rentrent dans l'entreprise et en ayant les yeux qui brillent sur effectivement cette culture qui est notre culture, ce qu'on appelle l'oréalienne, hein, et qui est autour justement de cette notion d'apprendre à l'intérieur de notre organisation. Le deuxième programme que j'ai trouvé saisissant, et je vous partage ça parce que ça a changé ça a eu un impact sur les gens qui ont fait ce programme-là. On a créé avec la direction des relations et innovation sociale un programme avec un partenaire sur l'estimation financière de sa retraite. On prend des gens qui ont 40 ans, hommes et femmes, on leur fait simuler déjà leur après L'Oréal, leur après carrière, une fois qu'ils sont à la retraite, le niveau financier, l'argent qu'ils vont avoir, hein, leurs revenus. Hein. Et là, il y a un réveil brutal, à la fois chez les femmes qui prennent conscience que parce qu'elles ont eu des interruptions dans leur carrière, le montant de leur retraite, en fait, n'était pas si élevé que ça. Et donc, la manière aussi d'envisager leur carrière, elles le font différemment. Pareil pour les impatriés et expatriés. Et puis pour les hommes aussi. Et on s'est rendu compte que ça, le fait, souvent, on a des personnes qui se posent la question sur leur deuxième partie de carrière, le fait d'être en conscience de combien elles vont toucher avec ce sujet, effectivement, des réformes de retraite là qu'on entend, et on ne sait pas encore si on va en avoir peut-être une prochaine, hein, ça a un réveil brutal. La troisième dont je peux vous parler, c'est effectivement, on a un programme pour préparer les collaborateurs à partir de 50 ans à envisager la vie après leur carrière professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que le départ en retraite, pour ceux qui ont passé une grande partie de leur carrière chez L'Oréal, en fait, c'était vécu comme une petite mort. Et qu'il y avait une nécessité de prendre le temps de construire ça, à la fois avec le sujet qui est important pour nous, c'est qu'il y ait une transmission de savoir et que les gens ont le sentiment vraiment de partir en considérant que leur savoir-faire a été considéré et transmis du coup aux gens qui vont continuer à œuvrer dans notre organisation, mais aussi en ayant conscience que partir à la retraite, ça se prépare, ça veut dire qu'on peut avoir une vie aussi en étant inactif, mais on peut avoir aussi une vie pendant la retraite avec un certain nombre d'activités, professionnelles ou non. Voilà. Ces 3 formations-là, on voit bien que sur les feedbacks qu'on a des gens, ça a changé leur vie, vraiment. Et on le voit à chaque fois à la sortie, je n'ai pas besoin de surveys, même si les surveys sont très, très positifs. Mais vous savez, vous le voyez quand les gens ont vécu quelque chose qui a été transformatif. Et là, c'est clairement le cas. Tu Je vois me rappelle, Elhem, j'étais impressionnée quand dans la préparation, tu nous avais partagé ces programmes-là. Il y a un autre programme que tu as mentionné et que je trouvais hyper pertinent, c'est comment développer la compétence d'apprendre, réapprendre et de désapprendre. Peux-tu nous parler un peu plus de ça ? Tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que j'allais l'introduire en disant que post-Covid, pour la plupart des entreprises, la compétence qui était la plus représentative dans le top 3 des soft skills, c'est apprendre à apprendre. Tout à fait. Et apprendre à apprendre, déjà, ça fait partie de notre ADN. Je vous ai parlé de François Dalle. Il ne parle que de ça dans tous les ouvrages qu'il a écrits et dans ses prises de parole aussi à l'intérieur de l'organisation. Et du coup, Jean-Claude en parle tout le temps. En fait, lorsque je suis arrivée chez L'Oréal, et justement, j'ai rencontré des collaborateurs, il y a une chose qui m'a frappée, et surtout par rapport aux personnes expérimentées, c'est que vous avez des personnes, souvent on se pose la question des personnes, est-ce qu'on forme tout le monde ? Chez L'Oréal, ça fait 4 ans, on forme 100% des collaborateurs, tout le monde a eu à minima une action de formation et on est très très fiers de ça, parce que vraiment, pour le coup, c'est tout l'écosystème qui s'investit. Pour autant, quand je croise des collaborateurs qui ont plus de 50 ans et qui pensent par leur parcours scolaire ou par les différentes… Vous savez, on a différentes vies et on a des expériences positives, d'autres qui le sont un peu moins. Ils ont cette croyance qu'ils ne sont plus en capacité de pouvoir apprendre et acquérir de nouvelles compétences. Et du coup, j'ai contacté une personne que je recommande et qui est juste incroyable de par son histoire personnelle, qui s'appelle Mohamed Bouclé. J'ai contacté Mohamed Bouclé qui se lançait justement dans le monde de la formation. Mohamed est vice-champion du monde de lecture rapide et il a créé une méthode autour de la lecture rapide, de la mémorisation, du mind mapping, de la gestion de temps aussi. Et il a créé comme ça une méthode qui permet justement à chacun, jeune et moins jeune, peu importe
son parcours, peu importe, voilà, son monde social, peu importe, j'allais dire les biais. Il apprend du coup à nous tous, en fait, il nous apprend les quelques codes, les quelques outils qui nous permettent d'apprendre et donc de désapprendre parce qu'effectivement, si on veut, à un moment donné, faire différemment, ça nous oblige aussi à lâcher des choses aussi dans nos pratiques, qui n'ont plus lieu d'être et Mohamed le fait avec, son histoire personnelle parce que c'est quelqu'un qui est dyslexique et qui s'est construit et qui a, amplifié son potentiel grâce à ces méthodes-là. Il a écrit 2 ouvrages, chez Robert Laffont, donc moi je vous invite à les regarder et puis, il a participé avec nous, on a organisé avec un de nos partenaires, Maria School, la semaine dernière, un festival autour de la formation qui s'appelait Viva Learn. Il Vendredi a et samedi? partagé tu disais Christophe? C'est vendredi et samedi, c'est ça? C'est vendredi et samedi. Vendredi, il est venu. Enfin, voilà, si vous avez jamais vécu l'expérience avec Mohamed Bouclé, enfin vraiment, je vous invite parce que moi, je le vois, hein, que ce soit mes chercheurs qui sont hautement diplômés ou des ouvriers, vraiment, ça parle à tout le monde et ça parle quelque part à l'enfant qui est en nous. Vous savez, lorsqu'on était à l'école, où on aurait tous adoré avoir ces méthodes-là. Voilà. Bon, ils ont ChatGPT aujourd'hui. Oui, mais tu vois, alors moi je suis pour et contre. Ah oui. Mais parce que je trouve ça, parce que c'est mon côté, HPI ça. Moi je trouve tous les côtés, enfin, c'est fascinant et en même temps, ça nous oblige aussi à continuer à développer notre esprit critique, notre capacité d'apprentissage. Si on arrête d'alimenter notre unité centrale, ça va être compliqué après de pouvoir, vivre les transformations à venir. Donc voilà. Ouais, il y a des études déjà qui ont été faites là-dessus, hein, sur le fait que, de trop confier d'éléments à l'IA, aux IA génératives dans le quotidien, ça crée pas une dégénérescence, mais oui, effectivement, ça limite l'entraînement du cerveau à réfléchir par Tout à fait, lui-même et ça peut, causer des problématiques futures, c'est ça. Et c'est pour ça que moi je le dis, on a une communauté, des patrons learning qui s'appelle les learning activistes et j'ai eu la chance de faire une keynote et j'ai parlé justement, il faut que nous, même en tant que parents, on continue à encourager l'apprentissage des poésies pour la mémorisation et l'écriture, le geste, ouais. l'importance du geste, voilà donc voilà. En matière d'inclusion et diversité, bon, j'en ai parlé au début, mais finalement, on se rend compte que la plupart des salariés, enfin des individus même dans la société, sont assez peu, se sentent même assez peu concernés. Donc c'est le rôle de l'entreprise de jouer ce rôle d'apprentissage. Ça passe forcément par la culture d'entreprise. Moi, l'impression que j'ai, c'est que quand tu sors des études, finalement, hop, tu as été en milieu scolaire, tu arrives en entreprise et finalement, l'entreprise, c'est l'école de la vie, quoi. L'entreprise prend vraiment le relais, j'allais dire presque des failles du système scolaire en France. Bah, il y a des sondages comme ça qui ont été faits par l'IFOP et qui disent que 7 Français sur 10 considèrent que c'est à l'entreprise de s'investir dans des enjeux un peu sociétaux Mmh. et le sujet, c'est pour ça que, je mentionnais, tu vois, le travail que l'on fait aujourd'hui, chez L'Oréal. Moi, j'ai cette conviction de toute façon qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Alors dans l'entreprise ou dans des associations ou autres, je pense que lorsqu'on est en mouvement et lorsqu'on agit, on apprend et on apprend jamais mieux aussi qu'en échouant. Ça, c'est important parce que c'est pas très français d'apprendre de ses échecs et d'assumer ses échecs. Ça, c'est la première chose et puis après, parce que je regarde un peu le fil aussi des questions, je fais le lien aussi avec cette notion de comment est-ce qu'on apprend et les professionnels de la formation parlent souvent du modèle 70-20-10. Vous pouvez regarder sur Google et c'est vrai qu'on parle souvent des 10 qui sont faits pendant les temps de formation, mais pour pouvoir avoir un vrai ancrage mémoriel, en fait, ça passe aussi par l'apprentissage que l'on a, entre humains. Je vais pas dire avec avec GPT, hein, mais entre humains, dans la transmission justement avec nos collègues, ou avec des sachants et puis il y a le fait d'avoir aussi, une grande partie de terrain d'expérimentation. Et il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Guy Le Boteuf, qui travaille justement, qui est un chercheur et qui travaille sur les questions de compétences. Il disait que pour agir avec compétence,
il faut avoir la motivation, la volonté, donc le vouloir agir, le savoir agir qui passe du coup par la formation et toutes les ressources que l'on peut avoir, et puis le pouvoir agir en ayant ces fameux terrains d'expérimentation qui fait que si on a les 3 réunis, en fait là, effectivement, on développe un vrai savoir-faire qui peut être identifié et reconnu. Ça, c'est important et c'est pour ça que tout le temps, moi je le dis, parce qu'on a, nous, 16 000 collaborateurs en France, on a 95 000 emplois indirects aussi. Il faut être ouvert à accueillir des profils différents dans ces écosystèmes-là pour permettre aux gens de parfaire leur savoir. Et c'est vrai que nous, on a à cœur de faire travailler des freelances, on a à cœur de faire travailler un certain nombre de partenaires différents pour permettre à chaque fois qu'il y ait ce développement des compétences pour tous, quoi, même si on n'est pas à l'intérieur de l'organisation L'Oréal, quoi. On se voit beaucoup comme écosystème apprenant. Et sur cette question, Christophe, de culture, si je peux me permettre, mais je me rappelle, moi, il y a 5 ans, je suis arrivée en France. J'avais un français un peu, disons, rouillé. J'ai intégré le bureau de LinkedIn en France et avec 95%, et si c'est pas 99% de Français ou de francophones. Et je me rappelle que mon manager, à chaque fois, mon responsable, dans les réunions d'équipe, lorsqu'une culture de référence française se disait en groupe et qu'il me voyait peut-être sourire ou rigoler, peut-être sans vraiment comprendre ce qui se passait, il me regardait et me disait « T'as compris là ? Enfin, tu as cette subtilité ?» Et en fait, il avait cette attention de regarder. Et c'est des petites choses comme ça qui témoignent de la culture de l'entreprise. Parce que la culture d'entreprise, on peut avoir une stratégie de diversité inclusion, chose que LinkedIn A, qui touche sur le recrutement, le développement, la rétention, l'environnement d'appartenance au sein d'une entreprise. Mais c'est le quotidien de la personne qui est sous-représentée qui va jouer un plus grand rôle. Ouais, ça c'est une vraie question, hein, l'interculturel. J'ai aussi un exemple d'ami DRH qui est parti à l'étranger, qui a fait des blagues à la française, tu vois, en Afrique du Sud. Et il s'est pris une fameuse dénonciation auprès de la DRH pour blague. Bien sûr. C'est sûr. C'est un sujet qu'on prend très au sérieux. Il faut que vous sachiez, donc je vous ai parlé moi du programme d'intégration que l'on a et donc il s'appelle le Discovery, qui permet déjà nous des rencontres intergénérationnelles. On évoque du coup tout l'engagement de L'Oréal autour des questions de diversité et inclusion, mais on a rendu aussi obligatoire une formation qui s'appelle l'atelier des diversités et qui nous permet déjà de pouvoir poser le cadre un peu des do's et don'ts aussi de ce qu'on fait dans une entreprise qui est cross-culturelle comme la nôtre, hein. C'est une entreprise internationale aujourd'hui. Et en parallèle de ça, pour tous les impatriés que l'on accueille, donc étrangers, donc de différentes nationalités, on a créé une formation avec un partenaire qui s'appelle Serran. Donc l'atelier des diversités, c'est avec Diversity Conseil, et ça fait des années qu'on travaille avec eux. J'aime bien citer les partenaires avec lesquels on travaille parce que c'est aussi honorer leur savoir-faire. Et on a donc on travaille avec Serran sur un programme qui s'appelle les clés Keys to France, donc les clés pour comprendre la culture française. Parce que quand vous avez en France une entreprise internationale dont les racines sont françaises, et vous avez le siège monde en France à Clichy et le siège France qui est à Levallois, c'est vrai que ça nécessite de comprendre notre humour. Pourquoi est-ce qu'il y a souvent des grèves en France? Je veux bien ce guide, Ilham, si tu veux. Ça tombe bien, c'est la période, on va y arriver là. Voilà. Donc ça c'est important pour nous parce que ça permet aussi à chacun de se sentir considéré, parce que moi, vraiment, c'est question de respect et de considération. Et vous voyez, je n'ai pas encore parlé des sujets d'handicap ou de genre ou autre, hein, de culture, mais c'est qu'est-ce qui fait à un moment donné que lorsqu'on est dans un écosystème professionnel, on fait société ensemble. Et en fait, moi, je crois souvent que la culture d'entreprise, c'est le chapeau qui nous permet à la fois de respecter nos singularités. Et moi, je racontais à Siwa, quand je suis arrivée chez L'Oréal, c'est la première fois de toute ma carrière. Moi, je n'ai travaillé qu'en France. C'est la première fois où on a prononcé correctement mon prénom, parce que mon prénom, c'est Ilham. Et en fait, les gens, ma première chef, Sylvie Dangezer, m'a posé la question, comment est-ce qu'on prononce ton prénom? Et jamais on avait osé me poser cette question-là auparavant. Donc, ça, vous voyez, c'est très, très, très particulier. Mais qui fait que quand même, lorsqu'on est sur ces questions de culture, la culture, elle est très, très large et il faut penser aussi aux gens qu'on accueille
parce que ça fait aussi la force des entreprises, c'est sa diversité de genre, de profil, de compétences, de nationalités qui compte, hein, et qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous, on adresse la question de la beauté en respectant tous les consommateurs dans leur singularité, on essaye de faire la même chose aussi avec les collaborateurs. Bon, il y a Catherine qui a l'air un peu déçue en commentaire, qui nous relance sur la question des aidants. Oui. Oui, Catherine. Alors Catherine, merci déjà pour la question. Ça, c'est un point très important et je voulais juste, rappeler à quel point aujourd'hui ce que l'on vit ensemble est inédit parce que dans nos organisations professionnelles, c'est la première fois où on a 4 générations ensemble. Et le sujet des aidants, en fait, on voit qu'il émerge aussi aux États-Unis, il émerge en Chine parce que, comme je l'ai dit, de par le défi démographique, on assiste tous là, à la fois au vieillissement de la population avec, je nous le souhaite, cette capacité de pouvoir vivre de plus en plus longtemps en bonne santé et je pense que ça, c'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'on travaille et il faut y travailler très tôt. Nos scientifiques y travaillent d'ailleurs, chez L'Oréal. Donc là, il y a le sujet de la longévité, mais de fait, c'est comment aussi, lorsqu'on a à gérer comme ça une autre réalité, c'est-à-dire que, moi, je vois avec mes 47 ans, donc tout comme Christophe, j'ai pas encore les 50 ans, mais j'y arrive. Je dois gérer mes parents et donc effectivement et avec les maladies, avec tout ce que le vieillissement. Bien entendu, les enfants aussi et on est pris en sandwich, on est la génération sandwich et qui fait que oui, les aidants chez nous, on a une politique aidant qui est très claire, qui fait partie aussi du dialogue social dans lequel on est inscrit avec nos partenaires sociaux, avec des jours qui sont mis à disposition pour les personnes qui souhaitent accompagner enfants, donc les descendants ou les ascendants avec les parents. On a aussi, tout un certain nombre de dispositifs pour leur permettre d'être soulagés dans un certain nombre de tâches dans leur vie quotidienne et bien entendu, il y a toute la dimension psychologique parce que le fait, d'être chargé d'âme, vous savez, je ne sais pas si vous utilisez souvent cette expression, mais on est charge d'âme fait que, souvent et on le sait dans toutes les études qui sortent autour de ça, les aidants en fait, ils laissent une part de leur santé aussi dans ces questions-là. Donc Ouais. nous, mettre à disposition des jours pour aider des collègues, il y a plein de dispositifs qui existent, mais c'est vrai que c'est pris, très sérieusement chez nous parce qu'on sait que c'est une réalité de nos entreprises et qu'on doit tous y consacrer du temps et de l'intérêt. Merci. Alors, le webinaire est fini depuis 2 minutes, mais je vais quand même poser une dernière question. L'Oréal, c'est l'image un peu de la beauté. Donc, c'est un sujet de rendre les hommes, les femmes beaux et de prendre soin d'eux. Du coup, quand on voit l'image un peu de L'Oréal, on se dit que c'est quelque chose d'universel, la beauté, que donc la marque est par nature inclusive. Donc, j'imagine que cette image de marque, elle est pleinement relayée auprès des collaborateurs et collaboratrices. Oui, elle est relayée, mais avec, tu vois, moi, je fais toujours attention à ce mot parce qu'en fait, on ne sait pas définir la beauté. Le mot beauté, en fait, vous vous posez la question autour de vous, vous avez autant de définitions que de personnes. C'est Ouais. compliqué de définir la beauté et d'ailleurs, j'en profite parce qu'on a amené, lundi soir nos nouveaux arrivants, au Louvre. Il y a une exposition qui est designée par L'Oréal. Il y a un partenariat entre le Louvre et L'Oréal, justement pour évoquer des questions de beauté et montrer à quel point 100 000 ans de beauté, en fait, c'est intéressant de voir d'où ça vient et lorsqu'on parle de culture, hein, dans les 4 coins du monde et avec l'histoire, je trouve que ça donne une dimension assez intéressante. Donc, une fois passée cette page culturelle, c'est juste pour vous dire que lorsqu'on adresse ce sujet, c'est très intime la beauté. Et donc, Christophe, je te citais l'exemple de La Roche-Posay. Avec mon équipe, on a eu la chance de partir voir nos collègues de La Roche-Posay et il y a un centre thermal La Roche-Posay où des personnes qui vivent actuellement des traitements donc pour traiter leur cancer ou des grands brûlés se retrouvent là-bas pour profiter du coup des soins donc avec l'eau thermale de La Roche-Posay. Et il se trouve qu'on a on découvre, nous, les questions de socio-esthétique. Comment se réapproprier, en fait, son corps et son estime de soi grâce, justement, à des outils que l'on met à disposition
et qui nous permettent de nous réconcilier avec notre image. Vous voyez, c'est des sujets très, très sensibles. Souvent, moi, lorsqu'on parle des questions de beauté, on peut avoir cette image de superficielle. Ouais. Et quand vous vous retrouvez dans les 4 coins du monde à traiter ce sujet-là, sans arriver avec le modèle de la beauté à la française, mais en respectant du coup toutes les beautés, en respectant les rituels de beauté que vous avez dans les différents pays, ça montre que le sujet que vous adressez, il est universel. Et parce qu'il est universel, si vous respectez ça et que vous comprenez les codes de cette diversité et que vous les appropriez justement en interne, comme je parlais de symétrie des attentions pour traiter les collaborateurs, ça fait des choses extraordinaires parce que vous avez des gens qui sont considérés. Et avoir des gens considérés, c'est un moteur pour votre entreprise qui est illimité. Donc le leitmotiv de L'Oréal, c'est d'améliorer l'estime de soi des individus. Oui, et de considérer qu'il faut vraiment avoir une société inclusive où tout le monde a le sentiment d'être respecté, de vivre en sécurité et avec les mêmes chances que tout le monde. Et c'est vrai que ce sujet-là, si effectivement tout le monde se sent mieux dans sa peau, je suis sûre que la société se sent mieux aussi derrière. Moi, c'est ma conviction. Mais c'est une belle conclusion. Merci. Voilà. Merci Hélène. Merci merci Siwa. à tous. Voilà. Merci. Ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur MyRHline dès demain matin. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci, au revoir. Merci Siwa, merci Christophe. Merci, Ilham. Merci, bonne journée. Au revoir.